Bienvenue sur Parenthood, le podcast dédié à la parentalité. De l'envie d'avoir un enfant à sa conception, de la grossesse à l'accouchement, du postpartum au début et difficultés de l'éducation, ce sont des mamans et des papas qui viennent témoigner et partager avec nous leur vécu et leurs expériences, mais aussi des professionnels qui répondent aux questions que l'on se pose. Ici, on apprend, on se rassure et on déculpabilise. Alors, on respire un grand coup et c'est parti. En cette période difficile et en tant que parent, on a parfois besoin d'entendre des mots doux, des paroles rassurantes. Alors c'est un véritable cadeau que de découvrir l'histoire d'Isabelle et son cheminement pour devenir la maman qu'elle est aujourd'hui. Lorsqu'elle apprend qu'elle attend des jumeaux, Isabelle est littéralement aux anges. Mais entre les complications liées à la naissance, à la prématurité et le quotidien de parents de multiples, elle et son compagnon vont passer par des moments plus difficiles qu'ils ne l'avaient imaginé. Plus tard, Isabelle ressent le besoin de comprendre tant ses enfants qu'elle-même. Elle réalise alors que, je cite, « La vie ne se laisse pas mettre dans un tableau Excel, elle ne rentre pas dans les cases ». Elle va donc amorcer sa reconversion professionnelle grâce à laquelle elle va trouver certaines réponses. Et là, c'est une nouvelle façon de penser, un nouveau mode de vie parentale qui s'ouvre à elle et à sa famille. Cette expérience a fait d'Isabelle une autre personne qui a appris à s'écouter, à se faire confiance et à laisser aller certaines de ses craintes. Aujourd'hui, elle accompagne les parents de multiples pour les aider à retrouver l'énergie et à modifier en profondeur leurs croyances négatives grâce à des outils éducatifs, positifs et réalistes, mais surtout grâce à la confiance qu'elle a en leur potentiel de parents et qu'elle leur instille en les accompagnant. J'aimerais pouvoir vous décrire combien ses yeux pétillent de cette lumière, cette malice de la vie qu'on envie. Alors je vous propose de l'écouter et de découvrir son histoire et son parcours de maman. Bonjour Isabelle. Bonjour Amna. C'est Isabelle Gatlen, c'est ça? Gatlen, oui. D'accord. Et donc Isabelle Gatlen de Multiples et compagnie. Et aujourd'hui, tu vas nous raconter ton histoire de maman et la création de Multiples et compagnie. Est-ce que tu pourrais te présenter ton environnement familial? Oui, alors, donc Isabelle, j'ai 43 ans déjà et je suis justement maman de Céliane et Morane, donc une fille et un garçon qui sont des faux jumeaux qui sont nés en 2010 et c'est quelque chose qui a bouleversé ma vie sur tous les plans et principalement effectivement sur le plan professionnel. Et puis, eh bien, le tableau ne serait pas complet si je parlais pas de mon chéri. Oui. C'est Yvan, c'est le papa justement de Céliane et Morane. Et maintenant, on attaque notre 22e année de couple. Oui, wow. Exactement. Ok, mais dis donc. Félicitations pour vos 22 ans. Et vous vous êtes rencontrés comment alors? On s'est rencontrés, j'allais dire sur les bancs de l'université, mais c'est pas tout à fait exact parce que moi j'étais effectivement étudiante en droit et lui il avait terminé ses études et il était assistant, mais aussi à la fac de droit. Okay. Et puis c'est comme ça qu'on s'est connus en fait. Okay. Sans imaginer tout ce que ça allait entraîner par la suite. Ça serait drôle d'ailleurs si quand on croisait des gens on voyait plus ou moins le futur qui nous attend. Oui, tout à fait. On pourrait sauter ou on pourrait fuir aussi. Effectivement. Mais oui. Et du coup, c'est chouette parce qu'en évoluant dans le même domaine, vous vous compreniez parce que c'est quand même un domaine assez particulier. En fait, c'est à la fois à quelque part une chance, presque une bénédiction justement que j'ai fréquenté ce milieu puisque ça m'a permis de le connaître et puis de fonder cette famille ensemble qui est vraiment une source de bonheur. Mais en même temps, c'est pas un milieu pour moi. Ouais. C'est ce que je te disais avant qu'on commence. Pour moi, le côté très carré, tu vois, très noir et blanc. Il y a une personne qui a raison et une personne qui a tort. Il faut se battre pour justement gagner dans un conflit, dans un procès. Mais en fait, c'est vraiment c'est pas moi, quoi, tout simplement. Oui, je te comprends. C'est vrai que j'ai commencé dans le même milieu, voilà. Donc je suis bien placée pour comprendre ce que tu ressens. Et au final, regarde, on a toutes les deux fini par switcher complètement, même si des fois on est quand même rattachés quand même au monde du droit, mais pour en faire autre chose. Oui, exactement. Et c'est pour ça que finalement, je suis quand même contente d'avoir fréquenté la fac de droit, puisque ça m'a permis justement de rencontrer Yvan et de vivre, de fonder cette famille. Et j'aurais jamais pu faire ça si j'étais pas partie de là, finalement.
Ah bah alors justement, vous êtes partis comment? Alors, comment on est parti? Bon, il faut dire d'abord qu'avant d'avoir des enfants, on était tous les deux à fond dans notre domaine professionnel. Et moi, j'ai eu la bizarre idée, on va dire, de me spécialiser dans le conseil fiscal aux entreprises, ce qui est pourtant pas du tout mon biotope naturel. Et puis, au milieu de ça, justement, on a décidé d'avoir des enfants. Et pour mon compagnon, à ce moment, il avait quoi, 38, 39, donc c'était un peu dans son esprit, en tout cas, le dernier moment. Et moi, j'étais au début de la trentaine, et en fait, je me disais que c'était vraiment quelque chose que je souhaitais, fonder une famille avec lui, avoir des enfants, avoir finalement justement un autre horizon que professionnel. Et ben, comme justement j'étais très 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 stressée, je pense en tout cas que c'est lié à ça, par ma carrière, par mon environnement professionnel, ben je n'arrivais pas à tomber enceinte. Et autour de moi à ce moment-là, je pense que toutes les mamans qui passent par là en font l'expérience, je désirais tomber enceinte, ça ne marchait pas, et j'avais l'impression de n'avoir que des femmes enceintes autour de moi. Oui, ouais. Donc finalement, on est allé consulter un médecin qui nous a, on va dire, donné un petit coup de pouce. Donc on a fait un tout petit bout de parcours de procréation médicalement assistée qui a heureusement très rapidement fonctionné. Et je me souviens très bien de ce que le médecin a dit justement quand il a réalisé à l'échographie que j'attendais des jumeaux. Il m'a dit, donc vous étiez au courant, madame, que dans ce type de procédure, il y a un risque d'avoir des jumeaux. Et moi, en fait, j'ai trouvé ça merveilleux. Vraiment. T'étais préparée du coup Non, parce qu'en fait, il m'en avait jamais parlé avant, mais je le savais. Mais c'est pour ça que ça m'a amusé qu'il me le dise à ce moment, c'est que c'était un peu tard, en fait, à quelque part. Et moi, en fait, j'avais tellement justement ce souhait de tomber enceinte, de devenir maman, d'avoir des enfants, que s'il y en avait deux, c'était encore mieux, si tu veux. Et puis, j'ai pas été très psychologue parce que justement, j'ai annoncé ça à mon chéri, il avait pas pu venir à cet écho et je l'ai annoncé par téléphone, sans même lui dire « assieds-toi ». C'est que t'étais trop excitée, t'avais besoin de le partager. Mais exactement, j'étais sur un nuage. Honnêtement, j'étais sur mon petit nuage. J'avais tellement envie. Ça faisait bientôt 2 ans qu'on essayait d'avoir des enfants, que ça fonctionnait pas. Et du coup, j'étais vraiment hyper heureuse. Et puis, ça s'est d'ailleurs poursuivi pendant toute la grossesse. Donc vraiment, j'étais, je te dis, dans un autre monde. J'étais tellement contente. C'était vraiment génial. Et puis, après, c'était justement une grossesse gémellaire. Donc, c'est quand même pas non plus une promenade de santé. Et puis, par rapport à Yvan, donc, quand tu lui as annoncé... il était hyper content. Il était hyper content. C'est-à-dire que lui il s'était dit avant, mais ça serait génial d'avoir des jumeaux parce que comme ça, on aurait nos 2 enfants et puis on passerait qu'une seule fois par l'étape des nuits, des couches, etc. Après, il a un peu changé d'avis, après coup, si tu veux. Après la naissance, tu veux dire. C'est-à-dire, après avoir fait l'expérience d'avoir effectivement les nuits doublement pourries, d'avoir 2 enfants qui portent des couches en même temps, etc., il s'est dit qu'un après l'autre, ça aurait pu être bien aussi. Mais voilà, mais aucun regret et non, que du bonheur entre guillemets. Et du coup la grossesse, malgré le fait que c'était quand même une grossesse à risque, c'est-à-dire qu'on t'a préparé dès le début au fait qu'il y avait des risques de prématurité. C'est ça, des risques de prématurité, des risques de complications, enfin un peu tout quoi en fait. Et ce qui s'est passé aussi, c'est que justement à l'échographie du 2e trimestre, il y a une différence au niveau de la taille du développement des 2 bébés qui est apparue. Et puis, ma gynécologue m'a dit, si ça se confirme, je ne pourrai plus m'occuper justement du suivi de votre grossesse. Et puis, ça s'est confirmé effectivement à la 3e échographie. Et donc, elle m'a dit, maintenant, vous allez au CHUV. Enfin, maintenant, donc, j'appelle, vous y allez en sortant d'ici. Ah, carrément. Carrément, exact. Parce qu'il y avait justement... un retard de croissance d'un des 2 bébés. Tu vois, donc il y avait vraiment un risque à surveiller. Donc on est parti au CHUV et puis à partir de là, c'était une échographie toutes les semaines. C'était du sérieux en quelque sorte, si tu veux. C'était plus vraiment... voilà. La légèreté que tu as connue au début. C'est ça, la grossesse. En même temps, on était quand même entre de très bonnes mains et puis tout au long de la suite... puisqu'effectivement les enfants sont arrivés un petit peu en avance, on a aussi été très 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 bien suivis, pris en charge. Non, c'était vraiment super quoi.
Mais par rapport du coup à cette différence entre les deux, que c'est quoi le protocole de prise en charge c'est de surveiller? Oui, c'est de surveiller que celui des deux qui ne prend pas du poids comme il le devrait n'est pas en souffrance. Tu vois, c'est ça que j'ai compris parce qu'en fait, il faisait une échographie avec un Doppler, c'était pour s'assurer que je crois que c'était le placenta fonctionnait, enfin disons que ça permettait quand même au bébé, tu vois, de grandir suffisamment. Et ce qui surveillait, c'était l'évolution pour voir s'il y avait un moment où mon bébé commençait en fait à souffrir dans mon ventre. Et puis, heureusement, ça s'est pas produit. Mais la raison pour laquelle ça s'est pas produit, c'est que moi, j'ai commencé à faire une sorte de complication. Je me sentais pas bien, c'est vite vu, c'était le 9 décembre 2010 et je me sentais vraiment pas bien du tout. Je sais pas comment expliquer, c'était une sorte d'état grippal, tu sais, une sorte de malaise un peu généralisé. Et puis comme j'avais lu un peu, bien sûr, pendant ma grossesse, sur toutes les choses qui peuvent te tomber sur le coin de la figure, je me suis dit, ça pue. Je suis pas sûre que ça soit normal. Et j'ai appelé le CHUV qui m'a dit, écoutez, dans le doute, venez. Et j'ai passé la nuit là-bas. Et le matin, ils ont fait des examens, urine et autres. Et c'était un vendredi. Je ne sais pas si ça compte, mais dans ma tête, ça a compté. Parce que en fin de matinée, ils sont venus, en milieu de matinée plutôt, en me disant, bon voilà, alors votre état s'est stabilisé. Et pour moi, dans ma tête, la suite, c'était, vous allez rentrer à la maison. Oui. Et en fait, la suite, ça a été, donc on va faire une césarienne. Ah oui, d'accord. Exactement, parce qu'en fait, c'est pour ça que je disais que le vendredi, selon moi, avait son importance. C'est qu'à ce moment-là, ils avaient encore la situation sous contrôle, mais ils voyaient que ce que j'étais en train de faire, c'était une sorte de prééclampsie. Leur crainte, c'était justement que mon état général, qui était moyennement bon, se dégrade et que ça se termine en fait dans une situation non maîtrisée, qui aurait pu être dangereuse pour moi. Donc j'ai appelé mon chéri et puis j'ai dit écoute, il faut que tu te raboules là. Et la dernière chose où on n'était pas prêt, c'était qu'on n'avait pas d'appareil photo pour immortaliser ce moment. Donc en fait, il a foncé justement au magasin, acheté un appareil photo parce que celui qu'on avait, c'était vraiment pas du tout approprié. Et malheureusement, les premières photos de nos enfants sont très très légèrement floues parce qu'ils maîtrisaient pas encore tous les paramètres. Mais voilà, il a pu venir et puis voilà, ça veut dire que c'était une naissance vraiment sous, tu vois, une naissance sous haute tension entre guillemets. Ouais. Et puis ça s'est bien passé parce que en même temps, toi tu rentres là-bas en te disant j'ai une sorte de rhume, je vais faire un contrôle. T'es à combien de Alors là, j'étais à, en fait, le jour de la naissance, ils étaient à 33 semaines. Ah oui, ouais. Donc en fait, le cap de la grande prématurité, c'est 32. Donc on était juste plus là-dedans. On avait fait 2 semaines auparavant la maturation pulmonaire. Donc voilà, c'était quand même, tu sens dans la salle d'opération qu'il y a beaucoup de monde. Parce qu'il y a en gros une équipe pour chacun des bébés. Oui. Et puis tu sens bien que c'est quand même un protocole opératoire, quoi. T'es pas là... Non, il y a une tension. Il y a une tension, exactement. Et c'est très drôle parce que quelques jours avant, on avait rencontré les sages-femmes conseil de l'hôpital, on avait fait un plan de naissance. Enfin, d'ailleurs, mon chéri suivait ça d'un petit peu, tu vois, entre guillemets loin, parce qu'il se rendait peut-être mieux compte que moi, il y avait énormément de choses qui nous échappaient. Puis c'est exactement ce qui s'est passé. Ça nous a complètement échappé. Mais malgré tout, vraiment, on a été super bien pris en charge. Et le service de néonatologie du CHUV est quand même très, très performant, pas seulement au niveau technique, mais en tout cas dans mon vécu, aussi au niveau de l'accueil des parents, de l'implication des parents et tout ce qui s'ensuit en fait. C'est si important, donc ça fait vraiment du bien de l'entendre aussi. Oui. Ouais, mais ça change aussi quand même beaucoup la suite. Et puis déjà pour toi, mais aussi pour le papa aussi, d'avoir sa place et tout, surtout dans un moment comme ça, c'est vrai que c'est pas évident. Non, c'est pas évident, mais je pense que pour nos enfants et surtout pour la relation qui s'est tissée entre Céliane et Morane et leur papa, finalement, cette naissance, ce chahutement, je pense qu'il a plutôt eu un effet bénéfique. Parce qu'en fait, déjà, ils étaient 2, donc j'avais besoin de lui, ils avaient besoin de lui, et ils étaient tellement petits, tu sais. Ouais. Je dis, à la naissance, donc ma petite Céliane, qui avait justement ce retard de croissance, elle pesait 1 kilo, tout rond. T'imagines le paquet de farine, 1 kilo. Elle a même perdu bien sûr quelques grammes, donc elle est tombée à 973 grammes après la naissance. Elle mesurait 36 cm, donc c'était vraiment presque plus proche d'un bébé chat. En plus, elle avait encore ce petit lanugo, comme on dit, sur le corps, donc vraiment, c'était tellement à la fois
touchant et vraiment, tu sentais cette grande fragilité quand même. Et puis son frère, Moran, lui, alors il était sur la courbe de croissance normale, il pesait 1,890 kg, donc presque le double. Oui, c'est énorme la différence. C'est une très grosse différence, exact. Et il mesurait 45 cm. C'est-à-dire que l'un d'un côté de l'autre, tu n'avais pas l'impression qu'ils sortaient du même... Exactement, non, ils sortaient pas du même moule. Ok. Ouais. Et ça aussi, vous étiez préparés finalement à aller voir, avoir par exemple ta fille aussi petite, aussi fragile comme ça, enfin l'air fragile. Voilà, exactement. Alors je dirais oui et non, parce que oui, on était préparés de parce que la gynécologue nous avait dit, elle nous avait dit aussi que, je sais pas si c'est vrai d'ailleurs, que quand c'était des petites filles qui avaient ce retard de croissance, elles étaient pugnaces. Donc elles s'inquiétaient moins que si ça avait été l'inverse. Ah bon? Je ne sais pas si elle a dit ça uniquement pour nous rassurer ou si c'est vrai, mais en tout cas, effectivement, j'ai envie de dire encore ce que je vois aujourd'hui. Ma fille peut paraître fluette, mais elle est très pugnace. Donc voilà, elle s'en laisse pas compter. Et on était donc, oui, plus ou moins préparés, mais en même temps, c'est tellement touchant. Bien sûr, d'avoir un bébé, premièrement, c'est touchant, mais en plus, quand tes bébés, ils sont dans une couveuse, donc tu peux pas tout le temps les toucher. Ils doivent déjà juste économiser des forces pour grandir. C'est quand même très impressionnant. Et puis c'est ça aussi qui était génial, c'est qu'en néonatologie au CHUV, tout de suite ils promeuvent les soins kangourous, donc c'est toi qui prends tes bébés. Ça, c'est génial, ça. Mais il y a quand même des fils et des capteurs dans tous les sens, donc t'es pas hyper bien installé, quoi. Et puis d'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais par la suite, en 2013, c'est un petit peu, on va dire, ce qui a quand même déclenché toute ma reconversion professionnelle. J'ai eu la chance de retourner au CHUV, mais en tant que monitrice de portage en écharpe, pour proposer justement des cafés portage aux mamans et aux papas qui avaient eu un bébé prématuré. Et alors, quelle émotion ça a dû être pour toi? C'était une très très grande émotion. C'est précisément au même endroit, c'est... Exactement, oui, alors c'était vraiment très 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 lié. Et puis on a reçu d'ailleurs un très très bon accueil. Le CHUV a été d'accord de nous mettre à disposition l'espace famille pour que justement on faisait ça de concert avec l'association Les Trottos qui soutient les parents de prématurés, les familles prématurées. Et on a justement reçu un très bon accueil, puis avec mes collègues qui étaient aussi monitrices de portage, qui n'étaient pas toutes mamans prématurées, mais qui étaient quand même toutes sensibles à ça. On avait même monté une formation d'ailleurs pour les monitrices, une spécialisation pour justement la prématurité. C'est encore plus important pour les bébés préma, d'être comme ça vraiment en peau à peau avec leurs parents, dans une position qui soit physiologique, qui soit confortable. Et je me rappelais justement de l'époque où on était en néonate avec nos bébés, puis en fait c'était pas monstre confortable, c'était génial parce que d'avoir ton bébé que tu vois en couveuse, ensuite tu peux le prendre sur toi, c'est vraiment merveilleux, mais en même temps tout n'était pas encore optimal au niveau du confort, donc des fois on sortait de là avec des crampes un peu partout. Mais... Puis tu dois pas oser bouger, j'imagine, pas, c'est ça. Enfin, pas vouloir... C'est un voyage qui est tellement... c'est vraiment les montagnes russes, quoi. Parce que d'un jour à l'autre, encore que pour nous, en tout cas au niveau de nos enfants, leur séjour en néonatologie s'est bien passé, on a globalement été sur une pente ascendante, mais ce qu'on nous a dit que c'était pas garanti, si tu veux, qu'après la naissance, un bébé prématuré, il fait face à certaines difficultés, et tu dois être patient. Oui, et puis tu dois, j'imagine, te montrer fort ou forte. Et en même temps, tu as toi-même toutes tes craintes. C'est ça, exactement. Ça doit être très, très difficile. Oui. Et puis, par rapport à leur gémellité, ils étaient ensemble ou ils ont chacun leur espace, ils avaient chacun leur espace et comme ils n'avaient pas besoin des mêmes soins, ils ont assez rapidement été dans 2 sous-services différents de néonatologie. Et là, c'est vrai que c'était assez compliqué parce que ça voulait dire qu'on devait se rendre dans 2 endroits, à 2 étages différents pour aller les voir, pour s'en occuper. Et puis là, c'était encore plus important que mon compagnon soit impliqué comme il l'était parce que ça a permis de vraiment pas se partager les bébés, c'est pas ça, mais d'assurer vraiment une présence. Un minimum chacun. Exactement, c'est sûr. Et par rapport au travail, vous avez... Bon, toi, tu étais en congé. Voilà, congé entre guillemets, comme on disait tout à l'heure. Mais lui, il a pu être présent sur la durée parce que vous êtes resté un bon moment quand même. Oui, on est resté un bon moment, c'est-à-dire en tout, ça a fait combien de temps ils sont nés? Ils devaient naître théoriquement
à la fin du mois de janvier, voire même début février. Mhm. Et ils sont nés donc le 10 décembre. Ah oui. Donc ça faisait presque 2 mois trop tôt. Et alors justement, c'était un peu compliqué pour mon chéri parce que il venait d'ouvrir son étude d'avocat. Et il avait, en vue de leur naissance, dont on pensait qu'elle allait arriver en janvier, il avait mis un peu toutes les audiences, prévu de boucler toutes ses affaires en décembre. Donc c'était un poil compliqué pour lui, mais comme il était à son compte, il s'est réorganisé de manière à pouvoir être là tous les jours. Et il a vraiment été énormément présent et je pense que ça l'a vraiment beaucoup, beaucoup marqué, finalement, plus que si, tu vois, la naissance s'était déroulée comme attendu. Oui, ça te plonge direct dans ton rôle, mais de façon encore plus... C'est ça. C'est vraiment... T'as pas le temps de tâter l'eau, quoi. C'est pouf, on te pousse et puis elle est glacée. C'est ça. Bon, en tout cas, c'est rassurant de savoir qu'il a pu être là, déjà pour lui, mais aussi pour toi, parce que, au minimum, de pouvoir échanger tous les deux, de pouvoir vous rassurer. Et puis, j'imagine que quand tu craques, de préférence, c'est pas au même moment l'un et l'autre, même s'il y a des moments où ça doit être en même temps, mais de savoir qu'il y a une autre épaule aussi et que, Et les suites de la césarienne, ça a été... Alors, j'ai, on va dire, physiquement eu un peu de peine à m'en remettre quand même. Je sais pas exactement pourquoi, mais j'ai vraiment marché comme un canard arthritique, je pense, pendant presque un mois. Et à un moment, je me suis rendu compte que je restais, tu vois, soit au CHUV, parce qu'il y avait une chambre qui était mise à disposition des parents dont l'enfant était en néonatologie. Et il m'a fallu du temps pour sortir du CHUV. Et surtout en laissant mes enfants. Ça, j'ai trouvé très compliqué. Donc, oui, parce que tu devais sortir au bout de combien de temps, toi ? Alors moi, je crois que je suis ressortie de l'environnement du CHUV, on va dire, au bout de plus ou moins d'une dizaine de jours. Ah oui, c'est tôt. C'est très tôt dans la mesure où eux, ils étaient encore là. Morane, il a pu rentrer à la maison, je me rappelle très bien, c'était le 31 décembre. Donc c'était super chou, quoi. Mais en même temps, Céliane, vu qu'elle était plus petite à la base, il y avait différents critères pour qu'elle puisse sortir de néonatologie. Et le premier, c'était qu'elle pèse 2 kilos, plus ou moins, et qu'elle puisse s'alimenter par la bouche. Et justement, le jour où Morane a pu sortir, parce qu'il y avait bien sûr d'autres bébés qui naissaient, qui nécessitaient des soins, des places... de néonatologie. Morane a pu sortir et rentrer à la maison le 31 décembre et Céliane, 2 jours après, elle a été transférée à l'hôpital de l'enfance. Elle ne pouvait pas encore sortir, tu vois, du milieu hospitalier. Et ça a aussi été quand même une phase hyper délicate. Ah oui, puis il faut s'organiser pour qu'il y en ait un qui reste à la maison avec Morane. Et puis alors là, c'est un peu moi qui ai, entre guillemets, tout fait. C'est-à-dire que je m'occupais de Morane à la maison. Ensuite, le matin, on se préparait. Et puis j'allais rejoindre Céliane à l'hôpital de l'enfance avec Morane. Et puis ensuite, en fin de journée, mon chéri nous rejoignait sur place. Puis ensuite, on rentrait à la maison. Mais c'était effectivement très très compliqué parce que j'avais bien sûr perdu la moitié de mes neurones. Il y en a d'autres qui ont poussé, mais j'ai pas récupéré tout à fait les mêmes. Et moi, justement, j'étais super stressée. Mais oui. Mais je pense plus que la moyenne, si tu veux. Et c'est, je pense, quelque chose aussi qui a fait que finalement j'ai changé énormément de choses dans ma vie, c'est que j'étais alors on le voit pas au podcast, mais je tremblais presque physiquement parce que j'avais peur d'oublier quelque chose, parce qu'il fallait penser à ce qu'il fallait prendre pour Morane. En même temps, j'essayais d'allaiter, mais j'étais très fatiguée et stressée, donc autant dire que c'était assez compliqué. Donc il fallait en plus, bien sûr, prévoir de quoi les nourrir. Théoriquement, il aurait fallu les peser avant de les avoir allaités, après, enfin je veux dire, c'était juste pas possible. Avec la moitié des neurones, c'était pas possible. Oui, puis sans compter la fatigue, c'est ça, l'accumulation. Oui. Puis même toi, en fait, physiquement, t'as pas le temps de t'en remettre non plus. Non. T'as aussi tes soins de ton côté, d'autant plus que c'était une césarienne, donc c'est des soins particuliers. Oui, en plus j'ai fait une sorte de, pas c'est vraiment une infection, mais vraiment la cicatrice, elle a eu de la peine au départ à se rétablir. Et puis moi, si tu veux, on va dire que psychologiquement, j'étais toujours à la fois sur mon nuage, parce que le jour même de leur naissance, moi j'avais une amie qui travaillait comme infirmière en néonatologie, qui avait congé ce jour-là, mais en fait, je lui ai écrit pour lui dire « Ah ben écoute, tu vas rencontrer nos enfants plus rapidement que prévu, parce que quand tu reviendras travailler lundi, ils seront là. » Et en fait, elle a annulé son jour de congé pour être présente avec nous en salle d'accouchement, en salle d'opération ce jour-là. Et moi, j'étais tellement... reconnaissante, justement, je me disais pas « Oh mon Dieu, quelle horreur, je vais accoucher prématurément », je me disais « Je vais rencontrer des bébés !» Tu vois ? Donc j'étais sur un petit nuage, puis en même temps, après, quand tu vois justement ces bébés qui sont en couveuse, qui ont des fils, qui ont des trucs partout,
ça représente quand même une sorte de traumatisme. Ouais. Mais j'en avais pas conscience sur le moment. C'est Mais quelque chose qui a mis du temps à se décompter en fait. Ouais. Mais je pense que t'es pas la première personne à dire ça. C'est pas la première fois que j'entends ça d'un témoignage. Mais bon, en même temps, il faut que tu t'accroches à quelque chose et puis... C'est ça, exactement. Tu peux pas avoir que l'aspect stressant. Non, je pense que c'est une sorte de mécanisme de protection, tu vois. Et par rapport au fait d'avoir des jumeaux, il y a beaucoup de personnes qui me disaient oh là là, mais comment tu vas t'organiser? Et moi, ça, c'est pas quelque chose qui me faisait peur, tu vois. Parce que de par mon métier et de par, je pense aussi mon caractère, j'aime les challenges. Donc, avoir des jumeaux sur le plan organisationnel, ça me faisait absolument pas peur. Et alors, ça a quand même été compliqué, comme je te le disais au départ, de penser à tout ce que Morane avait besoin à la maison, de prendre avec pour aller à l'hôpital d'enfance. Ça, c'était compliqué dans ma tête, mais je gérais. Après, ça a plus été justement les pleurs, les émotions quand ils ont grandi, puis aussi simplement comprendre. Et puis j'étais tellement stressée, effectivement. Je me rappelle très bien le premier jour où Morane il a pu sortir. C'est comme s'il avait une petite excursion hors de néonatologie avant qu'il rentre à la maison. Il pleurait, puis je comprenais pas pourquoi. Mais il avait juste faim. Oui. Sauf que c'était pas l'heure, entre guillemets. Oui. Et puis ensuite, mon compagnon est arrivé, puis lui, il a tout de suite dit, ah, mais il a faim. Bon, il faut dire qu'entre-temps, le temps s'était écoulé aussi, et puis que c'était plus l'heure. Mais j'arrivais pas à décoder, tu vois. Mais ça, c'est normal aussi. Moi, je me rappelle d'une phrase qu'on m'a dit, c'est « Un jour, vous allez reconnaître les pleurs de votre bébé. » On nous a dit ça, on nous a dit « Vous, les deux parents, comme ça, vous allez comprendre pourquoi elle pleure au bout d'un moment. Mais ça va venir. » Et au début, on se disait « Mais on essayait tout et ça marchait pas. » Ça marchait pas, mais... Et au final, souvent, c'était ça. On me disait « Mais à la fin... » Moi, je me disais « Mais c'est pas possible. » Mais ça paraît évident quand on le dit comme ça, quand on voit de l'extérieur peut-être, mais non, quand t'es dedans, c'est autre chose. Et alors là, c'est un niveau supérieur en plus, avec, comme tu dis, 2 bébés, une organisation particulière. C'est ça. On peut pas te demander non plus. Non. Et alors, quand Céliane a pu rentrer à la maison... Quand Céliane a enfin pu rentrer à la maison, c'était merveilleux. Honnêtement, c'était vraiment merveilleux. Et ça m'a pris du temps d'oser sortir justement avec les deux. Alors, elle est rentrée à la maison, je me rappelle, c'était le 21 janvier 2011. Donc, c'était plus ou moins, tu vois, le terme théorique. Hein. Et la première balade toute seule, en poussette, avec les deux, je me rappelle encore, tu sais, comme ils étaient vraiment tout petits, encore à ce moment-là, j'avais un seul landau. Et tu les mettais je les ai mis les deux dedans, comme ça. Et ça devait être début mars. Je crois qu'avant... J'ai pas osé sortir toute seule. Tu vois, parce que déjà, il faut viser entre le moment des biberons. Il faut que tout le monde soit prêt, puis que ce ne soit pas déjà l'heure de leur donner à manger. Puis c'est une période rude aussi. Hein. Février-mars, c'est rude. Et en plus, effectivement, il fait froid. T'as toujours peur du moindre truc. C'est ça, exactement. Donc, c'était une chose toute bête d'aller se balader autour de la baraque. On habitait à la campagne. Mais ça m'a pris quasiment 2 mois, tu vois. Et après, petit à petit, tu as pris ta marque. J'ai pris mes marques. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, je suis encore en train de prendre mes marques. Vu qu'ils changent et qu'ils évoluent constamment, ces marques, elles évoluent. C'est ça la grande découverte. C'est que, moi, ce que je vois avec le recul, c'est qu'on se dit, je vais accoucher, ça va être vraiment un moment très particulier. Et puis en fait, c'est juste le début d'une étape de vie où effectivement ils évoluent. Et puis à chaque fois que nous aussi on évolue, quelque part, c'est en tout cas le sentiment que j'ai, ça demande des trésors d'adaptabilité. Et c'est ça par contre que je pense que j'ai le plus développé. Tu vois ? Et c'est ce qui fait que maintenant effectivement ils ont 11 ans et je me doute bien que l'adolescence ne va pas forcément être une partie de plaisir, mais en même temps, il y a toutes ces années d'adaptabilité, mais qui ont été vraiment compliquées au début. Parce que moi, tu vois, pour me préparer, entre guillemets, à leur naissance, même si j'avais fait un cours de préparation à la naissance, sinon, à l'époque, comme je t'ai dit, je travaillais dans une fiduciaire, j'avais fait un tableau Excel. Avec le comparatif des coûts, des différents modes de garde, avec une liste des choses à faire. Pendant la grossesse, tu l'as fait. C'est ça. D'accord. Une liste des choses à faire avant leur naissance. Donc, tu vois, j'étais pas vraiment préparée. T'étais pas préparée non plus au fait que tout pouvait être chamboulé à tout moment, en dernière minute, et que tu pouvais être très bien préparée au moment de sortir, et que c'est là qu'il se passe quelque chose. Oui, exactement. Oui, mais ça aussi, je pense que pour beaucoup, c'est... Il y a un peu cette image de se dire oui, s'il y a beaucoup... C'est vrai que l'organisation, ça aide beaucoup. Mais l'organisation, ça aide quand elle dépend que de toi. Et là, il y a beaucoup de facteurs externes qui entrent en jeu et qui demandent aussi de les accepter et d'accepter de lâcher un peu prise aussi. Exactement. Et dans, justement, en tout cas, le milieu professionnel dans lequel je baignais avant, qui était axé sur
la planification et la performance, il n'y a pas de place. Il n'y a pas vraiment de place pour ça. En tout cas, dans mon esprit, c'était très très compliqué à allier les deux, quoi. Du coup, ça a été difficile pour toi. Ça l'a été aussi pour Yvan, j'imagine. Ou peut-être principalement pour toi. Principalement pour moi, oui, c'est vrai, c'est une bonne remarque. Alors lui, ça l'a tout autant chamboulé que moi, je pense. Mais il y avait quelque chose qui faisait qu'il était quand même plus apte. En tout cas, c'est comme ça que je le perçois. Plus, je ne sais pas s'il faut dire préparé, ou est-ce qu'il avait les épaules plus solides, j'en sais rien. Il y a quelque chose qui faisait qui s'en sortait mieux que moi. Mais en fait, heureusement qu'il était là, tu vois, parce qu'effectivement, ça m'a permis quand même de m'appuyer sur lui, on a pu vraiment s'entraider, etc. Par exemple, au niveau des nuits, on se relayait. Donc vraiment, c'était super important d'avoir ce soutien. Mais quand tu dis que c'était compliqué, est-ce que ça veut dire que par moment, c'est par rapport à toi que c'était compliqué, que tu as pu en arriver à te dire, voilà, je suis pas assez bien organisée, ou j'aurais pu faire mieux, ou que c'était compliqué parce que tu savais que c'était des jumeaux, que c'était un enfant, c'est souvent compliqué, c'est rare que ce soit extrêmement simple, et parce que c'est quelque chose d'inconnu qu'on découvre au fur et à mesure. Moi, ce qui m'a surprise et ce qui fait que c'était compliqué, je crois, c'était justement mes sentiments, tu vois. J'avais l'habitude de gérer des dossiers, de contrôler la situation, donc déjà là, je contrôlais pas grand-chose, hein. Et puis ensuite, c'était plus la même vie qu'avant, et je me voyais pas du tout non plus, et de moins en moins d'ailleurs, reprendre la même vie qu'avant. Ouais. Donc j'étais malgré tout très tiraillée parce que j'avais à la base quand même envie de faire carrière, j'avais envie d'évoluer dans mon métier, mais en même temps, il y avait ces deux petits grains de sable, quoi, tu vois. Et alors, comment ça s'est concrétisé, en fait, au fur et à mesure, du coup, cette organisation, ce bouleversement qui commence tout doucement? Oui, exactement. Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pu d'abord, heureusement, prolonger mon congé maternité. Ouais. Donc, je suis restée 6 mois avec mes petits loulous. Et on a engagé, en fait, j'ai recommencé à 60%. Et puis, on a engagé une nounou qui venait, je crois, 2 jours par semaine à la maison. Et puis, progressivement... eh bien j'ai pris en fait un jour supplémentaire. Donc ils avaient à ce moment-là à peu près une année. Et moi j'ai trouvé que cette période c'était presque plus compliqué parce que justement professionnellement après mon retour au travail j'ai réalisé que même de travailler à 60% ça ne me soulageait pas du stress que je ressentais. À ce moment je me suis dit mais en fait les jours que je passe à la maison avec mes enfants je me sens encore sous stress. Puis comme ils grandissaient ils sentaient aussi je pense eux-mêmes que j'étais pas bien avec moi-même. Et du coup, forcément, ils n'étaient pas paisibles, tu vois. Donc, j'en suis arrivée à les faire garder un jour de plus pour vraiment pouvoir me reposer. Et là, je me disais, mais ça joue pas. Toujours pas, tu peux dire, c'est ça. Ça m'a amené à me dire, il y a un truc qui cloche. Ouais. Parce que, sur le papier, en tout cas, le super équilibre, je bosse à 60%, je gagnais super bien ma vie. C'était totalement indécent, d'ailleurs. Mais voilà. Et puis, du coup, je pouvais passer 2 jours avec mes enfants et ça n'allait pas. À l'intérieur de moi, ça n'allait pas. J'étais pas paisible. Ouais. J'étais énervée. Je réagissais au quart de tour. Mes enfants, justement, tu vois, à partir d'une année, ils commençaient à avoir d'autres besoins. Et j'arrivais pas à répondre. C'est que t'étais pas bien, effectivement. Voilà, exactement. Et du coup, alors, qu'est-ce que ça a été ta réflexion? Alors là, je me suis dit, je peux pas continuer comme ça. Donc, il faut que je change de milieu professionnel. Et c'est rigolo parce qu'en fait, les choses se sont faites un peu en parallèle. On a cherché notre nid, on va dire. Là, on était dans un appart en location. Et vraiment, ça s'est fait de concert. On a trouvé un appart qu'on a acheté. On a donc vraiment construit notre nid. Et puis en même temps, justement, j'ai changé d'environnement. Je suis passée du privé au public. Alors, j'ai pas pu garder un poste à 60%. J'ai dû prendre un 80%. Mais en même temps, le rythme de travail était beaucoup plus compatible avec une vie de famille. C'était 4 jours par semaine, mais au moins, j'avais du temps pour penser. J'avais du temps pour traiter mes dossiers, etc., etc. Et puis en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça m'a aussi laissé de l'espace. Pas seulement pour mes enfants, mais aussi pour moi-même, si tu veux, me réorganiser, on va dire, à l'intérieur de moi par rapport à ce que je voulais faire. Ouais. Et puis, c'est pour ça que je ne suis pas restée, en fait. C'est parce que je me suis dit, oui, c'est très bien. Là, j'ai la sécurité de l'emploi, il n'y a aucun problème. Mais est-ce que vraiment je me vois faire ça jusqu'à la fin de mes jours? Enfin, au moins jusqu'à la fin de ma vie professionnelle. Et assez rapidement, je me suis dit, non,
Et puis c'est là que j'ai fait, comme je te disais avant, une formation de monitrice de portage en écharpe, parce que j'avais trouvé tellement important ce contact peau à peau. En plus, il y a un côté pratique aussi. Quand tu as des jumeaux, c'est super pratique d'en avoir un sur toi, l'autre en poussette, puis après tu alternes, etc. Ou même quand tu es à deux, puis que tu vas te balader, c'est vachement plus pratique, suivant où tu vas, d'en avoir chacun un. Oui. Et puis de ne pas avoir besoin forcément d'une poussette, même si c'est pratique pour d'autres choses. Hein. Donc voilà, ça a vraiment été le début d'une nouvelle phase. Et puis en parallèle, j'ai commencé aussi à aller explorer, on va dire, personnellement, hein, avec une psy super bienveillante. D'ailleurs, pourquoi ça m'avait tellement remué? C'est clair que justement, toute la naissance prématurée, c'est quelque chose qui remue. Mais bien sûr, ça avait remué d'autres choses, tu vois. Ouais. Donc j'ai vraiment pris toute cette période où je bossais à 80%, puis ensuite j'ai travaillé dans une structure parapublique à un plus faible pourcentage. J'ai vraiment pris ce temps pour me retrouver, pour au final être capable de vraiment, si tu veux, rencontrer mes enfants, tu vois, de vraiment être avec eux. Oui. Et du coup, t'étais là vraiment, en fait. Oui, c'est ça. Ouais. Exactement. Ouais. En laissant le reste et surtout le travail de côté et puis les angoisses. Mais, et quand tu as parlé de cette formation, donc ça a confirmé ce que tu pensais. Ça a confirmé que c'était plus dans cette voie-là que tu voulais... Oui, complètement. Et en fait, pour moi, étant donné que justement, je te disais, au niveau allaitement, ça n'a pas été super simple. Déjà, c'est rarement simple. Oui, c'est ça. Et toi, tu n'as pas fait raison. Mais là, c'est encore plus naturel, mais c'est pas pour autant que c'est simple. Ça a l'air simple sur les photos, mais... Oui, complètement. Ça fait partie de ces grands malentendus. Ouais, c'est sûr. Voilà. Et ça a été, je dois avouer que ça a été un deuil à faire pour moi. Ouais. Parce que, mais de nouveau, ça fait partie, tu vois, je pense comme pour beaucoup de mamans, cette découverte. Avant, j'avais des idées. En fait, je me disais, on verra, oui, j'aimerais bien allaiter si je peux. Puis quand j'ai pas pu, entre guillemets, ça a quand même été une pilule à avaler. Ouais. Mais ça fait aussi 2 pilules entre l'accouchement, même si tu étais préparée pour quand même au fait que voilà, il y avait une possibilité d'urgence, de césarienne, de prématurité. Ça fait quand même une accumulation de plusieurs choses qui, dans ton idéal, ce serait pas passé comme ça. Non, pas du tout. Ouais. Donc c'est dur aussi. C'est ça. Surtout quand tu viens d'un milieu, comme tu le disais, où tu as l'habitude de gérer, de contrôler, de cadrer, de contrôler ton dossier, Là, c'était vraiment tout le contraire, quoi. Tout le contraire. Et c'est pour ça aussi que je me suis rendu compte que j'avais l'impression d'avoir beaucoup de compétences, mais qui, en fait, ne m'avaient pas du tout préparée à ça, tu vois. Et d'ailleurs, c'est ce que m'a dit ma sage-femme, mais vous savez, l'allaitement, c'est pas comme dans la vie ailleurs où on appuie sur un bouton puis où les choses se fassent. Si tu veux, elle était un peu fâchée, entre guillemets, ou elle m'aurait volontiers soutenue si j'avais décidé de continuer à essayer. Mais voilà, moi j'avais à ce moment-là fait, entre guillemets, le deuil. Et puis c'est vrai que je pense que je me suis vachement rattrapée sur le portage, tu vois, pour compenser en quelque sorte. Mais parce qu'au moins, j'avais l'impression de pouvoir maîtriser quelque chose. Tu vois, il y a un aspect technique à quelque part, même si c'est pas ça le cœur du portage. Mais l'allaitement, j'arrivais pas. Et puis, je devais quand même aller de l'avant. Ouais. Il fallait quand même que je sois en mesure de nourrir sur tous les plans mes petits bouts de chou. Et fatiguée, stressée. Donc, autant dire que les circonstances n'étaient pas réunies pour que ça se passe bien. Mais je les ai beaucoup portées, justement, en écharpe. On a vraiment, je pense, réparé un certain nombre de choses de cette manière, en tout cas pour moi. Et j'ai aussi dû composer avec le fait qu'eux-mêmes n'étaient pas toujours partants, que mon compagnon lui-même, des fois, ça le stressait suivant quelle écharpe j'utilisais parce qu'il n'avait pas forcément confiance. Enfin, ça a été vraiment aussi, de nouveau, tout un voyage, toute une découverte, tout un apprentissage. Mais quand j'ai commencé à sortir de ce monde professionnel carriériste en fiduciaire et puis qu'en travaillant en tant que fonctionnaire, j'avais un peu plus, comme je te disais, le temps de m'entendre penser, oui, j'ai fait cette formation de monitrice de portage en écharpe, j'en avais même fait plusieurs parce que j'aime aller un peu au bout des choses et puis que je trouvais ça génial. Je trouvais juste ça tellement... Il y avait peut-être un peu, tu vois, l'aspect technique, c'est vrai, il y a plein d'options, puis c'est pas toujours forcément hyper intuitif. Et puis en même temps, il y a ce côté tellement important de se dire, mais un bébé, il a besoin de la présence de ses parents. De beaucoup. De présence très proche. Oui, et puis ça confirmait ton travail, ton cheminement en fait. Complètement, exactement. Ça confirmait, ça mettait finalement des mots sur mon expérience personnelle. Tu vois. Et puis après, ce que j'ai pu, on va dire, explorer sur un plan plus profond ou au niveau du vécu, c'est que certainement ça venait
raisonner par rapport à ce que moi j'avais certainement expérimenté, parce que comme beaucoup d'enfants, on a grandi dans une génération où il faut pas trop les prendre dans les bras, pleurer ça fait les poumons, etc. etc. Donc ce que j'ai pu réaliser, c'était ça que moi j'avais vécu quand j'étais moi-même un bébé. C'est pas ce que j'avais envie de transmettre et c'est pas ce que j'avais envie de c'est ça, de transmettre. Ouais, c'est un des gros volets de l'éducation aussi, de la parentalité. C'est qu'est-ce qu'on va transmettre à ses enfants, qu'est-ce qu'on va prendre de l'éducation qu'on a reçue, qu'est-ce qu'on aimerait faire différemment. Et ouais, c'est un gros travail aussi. C'est un énorme travail parce qu'il y a d'un côté ce qu'on veut transmettre ou pas, mais il y a ce qu'on s'apporte à soi-même par rapport à ce qu'on a reçu ou pas. Ouais. Ouais. Il y a beaucoup de pansements aussi qui sont posés dans des moments comme ça. Il y a des grosses réflexions et parfois c'est pas forcément facile d'ouvrir les portes de ces réflexions parce qu'une fois que tu es dedans, il y a un gros travail à faire. Oui, c'est ça. C'est un peu la boîte de Pandore, quoi. C'est ça. Tu sais pas forcément aussi comment ça peut tourner. Et tu vois, c'est pour ça que je suis vraiment hyper reconnaissante de l'aide que j'ai reçue. Parce que j'ai eu beaucoup de chance, je suis tombée sur les bonnes personnes, j'ai demandé de l'aide, j'en ai reçu, ça n'a pas toujours été simple, hein. Pas du tout, ça n'a pas été un parcours, tu vois, parsemé de pétales de roses, mais en même temps, malgré tout, j'ai pu demander de l'aide et en recevoir. Ça, c'est hyper important. Parce que déjà, demander de l'aide, c'est très difficile, je pense. Surtout quand on est parent. Même si on l'entend, même si tout, c'est toujours difficile quand même d'accepter d'aller demander de l'aide. De trouver la bonne personne à qui le demander et puis que la personne soit compétente pour... c'est ça, et qu'elle développe justement la bonne attitude. Parce que tous les psys, je ne veux pas dire qu'ils se valent pas, mais chaque personne est différente, premièrement. Puis ensuite, il y a plusieurs courants, plusieurs écoles, plusieurs manières d'accompagner des patients. Et c'est pour ça que je dis que je suis bien tombée. Et c'est vrai que c'est difficile. Pour moi, ça a aussi été difficile de demander de l'aide, mais en même temps, j'étais pas fermée, si tu veux, à cette démarche justement introspective. Et je pouvais pas continuer comme ça, parce que justement, tant qu'ils étaient bébés, ils avaient des besoins de bébé, ok, je gérais, il n'y avait pas de souci. Puis après, quand il y a eu plus, on va dire, des crises, des conflits, des émotions, enfin, je veux dire, franchement, un jour, j'ai balancé le petit vélo de la draisienne, je crois que c'était une draisienne de mon fiston, contre la porte du garage, parce que, bien sûr, on a fait une petite balade tous les trois, donc il devait avoir 18 mois, quelque chose comme ça, et puis, au bout de peut-être 500 mètres, il n'y avait plus aucun des deux qui voulait faire de la trottinette, qui faire de la draisienne. Mais le problème, c'est que tu peux pas toute seule porter à la fois 2 enfants, plus une draisienne, plus une trottinette. C'est sûr. Et mon fils, c'était le champion justement pour changer d'avis. Et ça, c'est un truc, mais ça m'énervait. Mais si tu savais, mais ça me mettait dans tous mes états. Donc au point, comme je te dis, que j'ai pris la draisienne et puis que je l'ai balancée contre la porte d'un garage. Et là, tu te dis... il y a quelque chose. Ça va pas être possible, Isabelle, il va falloir faire quelque chose. Ouais, tu vois. Et alors, comment... Et bien, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait plein de choses, en fait. Premièrement, j'ai trouvé une super psy. Ça, c'est quelque chose que j'ai fait. Et puis, à un moment, je me suis rendu compte que c'est comme si... c'est pas que ça me suffisait pas, c'est pas ça, mais c'est que le travail qu'elle faisait, c'était un travail de fond. Mais moi, j'avais tous les jours mon fils, ou ma fille, mais surtout mon fils, qui me challengeait. Donc, là, j'ai commencé à lire des bouquins, à me rendre compte que mes enfants ne réagissaient pas comme dans les bouquins. Voilà, c'est très rare. Comme dans les films. C'est ça. Mais tu vois, c'est écrit là. Si je te dis ça, normalement, tu vas me dire oui. Oui, c'est ça. Zut alors. Sans crier, sans s'énerver. Donc, si tu veux, j'avais besoin de plus, ou envie, en tout cas, j'avais pas envie d'en rester là. Parce que je me disais, mais c'est pas possible. Je dois pouvoir, entre guillemets, apprendre, ou changer, ou progresser, ou faire avancer les choses. Donc j'ai commencé par aller dans des ateliers pour parents. Et puis ensuite, je me suis dit, mais ça m'a tellement fait changer justement que là, je me suis dit, mais en fait, j'ai envie d'en faire mon métier. C'était des ateliers pour parents de réflexion, de gestion des émotions? Oui, alors c'était le premier, je crois, que j'ai fait, c'était sur frères et sœurs sans rivalité. Donc c'était vraiment sur cet aspect qui concerne la gestion de la fratrie.
Ok. Et pour autant, c'était... Oui, alors je me rappelle pourquoi j'ai voulu faire cet atelier, c'est parce qu'on arrivait gentiment à un stade, effectivement, où tu peux avoir un enfant qui tape l'autre, et puis quand c'était mon fils qui tapait ma fille, eh ben, mon compagnon, lui, ça, tu vois, en tant que papa, on va dire protecteur de sa fille, ça le stimulait, quoi. Puis il se demandait ce qu'il devait faire. Ouais. Très clairement, il se demandait s'il devait, tu vois, être punitif. Et moi, je sentais dans mon fort intérieur que non. Je sais pas comment l'expliquer. J'avais de la peine d'ailleurs à l'expliquer rationnellement. Pour moi, c'était évident que c'était pas ça qu'il fallait faire. Non, je comprends. Mais souvent, on dit aussi, oui, tu devrais réagir, tu devrais faire quelque chose. Mais tu sens que oui, ça va peut-être montrer une sorte de discipline de ta part. Ou je ne sais même pas comment l'appeler. Pour moi, c'est pas forcément de la discipline. Mais que ça va pas régler le problème de fond parce que ça va revenir la fois d'après puis t'as pas compris l'origine non plus, la raison pourquoi. Enfin, il y a souvent quelque chose. Ouais. Si tu veux, c'est un petit peu ça qui m'a vraiment décidée à m'inscrire à un atelier. Alors bon, ne rêvons pas, mon compagnon n'est pas venu avec, mais c'est pas grave. D'ailleurs, on était, je crois, quasiment que des femmes ou que des mamans à cet atelier. Et là aussi, justement, l'animatrice, elle était hyper sympa, hyper bienveillante. Et par la suite, j'ai de fil en aiguille rencontré une de ses collègues qui était coach parental. Et puis en même temps, plus ou moins, je me suis décidée à m'inscrire justement à une formation de consultante en parentalité. Et ça a été vraiment le basculement, on va dire, parce que j'avais déjà fait les formations de monitrice de portage, mais je me rendais compte que tu vois, la manière d'être avec les bébés, la manière de répondre à leurs besoins, finalement, ça s'arrêtait pas à 1 an ou à 2 ans. Ouais. Je me rendais bien compte qu'il y avait justement une manière d'accompagner, de répondre, de dire non ou de dire oui, qui venait remuer ce que moi je ressentais, ce que j'avais vécu. Je me posais beaucoup de questions, j'osais pas leur dire non, donc c'était vraiment n'importe quoi. Tout ça m'a amené à me dire, j'ai envie d'aller plus loin, j'ai envie de comprendre. Et la grande chance, à mon avis, c'est que la formation que j'ai faite, c'était une formation qui était extrêmement introspective. Oui, du coup, t'es vraiment obligée d'aller en profondeur. C'est ça, c'est ça que j'adore. Parce que pour moi, une bonne formation, c'est une formation qui te transforme, tu vois, qui t'apporte quelque chose où toi-même, tu vas être différente après. Ouais. Et puis c'est exactement ce que j'ai vécu. Et c'était juste génial. Alors par contre, effectivement, ça a failli faire péter mon couple. Parce que, tu vois, passer d'experte fiscale à consultante en parentalité, c'est pas vraiment le même monde. Plein d'aspects en plus, parce que tu changes d'univers, tu changes d'organisation, il y a financièrement, ça change aussi l'organisation. Et voilà. Et puis aussi parce que tu vas aller introspecter, ça se dit. Je sais pas, mais je vois bien ce que ça veut dire. Oui, et puis c'est ton couple en fait, c'est ton histoire que tu vas utiliser en premier lieu comme base d'expérimentation de ta formation. Tout à fait, exactement. Ouais. Et c'était mon choix, c'était pas celui de mon compagnon. C'est vraiment quelque chose qu'il a subi. Alors maintenant justement, lui aussi, je crois que ça l'a indirectement quand même transformé. Finalement, quand nous-mêmes on change d'attitude, il en reste forcément quelque chose autour de nous. Mais oui, tu vois, parce qu'on rayonne pas de la même manière, on transmet pas la même chose. Et en fait, c'est amusant parce qu'il y a pas si longtemps que ça, j'arrivais pas à faire que mes enfants soient plus coopératifs pour mettre la table. Et puis quelqu'un que disons j'écoute et que je respecte m'avait dit que je pourrais quand même peut-être penser à les punir. Puis je m'étais dit est-ce que je devrais quand même le faire? Tu vois, vraiment, j'essaie d'être ouverte, on va dire. Et là, j'en parle avec mon compagnon, il me dit mais voyons, mais pas du tout, on n'a pas à penser à ça. Écoute, ils doivent mettre la table, on va pas mettre des conséquences s'ils les mettent pas, ils doivent simplement mettre la table parce que justement on vit ensemble, on est une communauté, une famille, et puis on attend d'eux qui participent, etc. Et j'ai trouvé ça génial parce que justement les choses qu'il aurait pu se dire, faire quand les enfants étaient plus petits, là il avait lui-même énormément cheminé. Mais là, tu vois les conséquences de ton travail. Exactement. T'as rayonné. Et justement, c'est génial parce que ça nous a amené à avoir un nouvel équilibre qui est beaucoup plus, je vais dire, beaucoup plus écologique. En fait, tu vois, beaucoup plus respectueux, beaucoup plus harmonieux entre nous. Oui. Bien sûr, avec les enfants, mais vraiment de manière générale. Alors, je vais pas te dire non plus que c'est de nouveau un chemin semé de pétales de rose tous les jours, c'est pas ça. Mais n'empêche que ça nous a amené à un équilibre de vie vraiment très différent de celui d'avant. Ouais. Mais ça se sent en fait quand tu parles, c'est vrai que tu rayonnes, et ça se sent aussi. Mais
Ça doit être génial de se dire aussi que tu vois tes enfants grandir, tu vois du coup leur caractère évoluer, mais que tu sais que tu peux en quelque sorte composer avec eux, pas forcément leur imposer toujours quelque chose en disant voilà c'est comme ça parce qu'on l'a décidé, et qu'au final ça fonctionne, et que là tu vois les résultats de l'éducation. Et c'est vrai, t'as raison, il y a une de mes toutes premières clientes en consultation parentale qui m'a demandé mais ça donne quoi en fait un enfant qui est élevé avec l'éducation positive? Moi c'est ça et que puis, je veux voir. Tu vois, j'étais un peu bien en peine de lui répondre, et a posteriori je me suis dit premièrement une chose, c'est que moi, d'une certaine manière, en tout cas dans certains aspects, mes parents m'avaient élevée de cette manière-là. Donc, je peux dire, j'en connais une, ça va pas trop mal, c'est moi, mais maintenant j'ai effectivement 11 ans de recul avec mes enfants, et puis on n'a pas toujours été, et on n'est pas toujours parfait ou même bienveillant, ça nous arrive d'être fatigué, ça nous arrive d'être excédé, ça nous arrive de ne pas être forcément les parents qu'on aimerait être, mais on s'en rend compte. Moi j'essaye en tout cas de prendre soin de moi et puis de m'excuser quand ça m'arrive, et ce que je vois c'est que mes enfants, le fait d'avoir, mis des règles, mais d'avoir mis des règles qui étaient adaptées, et puis d'avoir expliqué les choses sans forcément faire des sermons, parce que des fois d'avoir un chéri qui est avocat, ça tourne un peu en plaidoirie, tu vois, t'es là, non mais raccourci, mais quand même, tu vois, de passer par expliquer, même brièvement, en fait ça veut dire que nos enfants, je le vois maintenant, eux-mêmes ils vont réagir pareil un peu, tu vois, ils vont essayer d'expliquer. C'est pas non, et puis je te colle une baigne, quoi. Donc je vois vraiment des effets, et tu les fais raisonner en fait. Exactement, tu les fais raisonner, c'est exactement ça. Donc t'as des résultats moins rapides. C'est clair que si tu veux pas qu'un enfant de 2 ans, je sais pas moi, touche tout, si tu lui donnes une tape sur la main bien forte en lui disant non, ça va être beaucoup plus rapide. Mais par contre, ça va justement limiter sa capacité de comprendre, de se retenir lui-même, de faire certaines choses pour les bonnes raisons qui est non pas la peur, mais la compréhension et la réflexion. Donc c'est une manière finalement d'accompagner, d'élever ses enfants qui est plus peut-être beaucoup plus efficace, mais sur le long terme. Donc ça demande de la patience, effectivement. Mais si tu veux, moi, l'image que j'aime beaucoup utiliser, c'est l'image du jardin avec le terreau, où tu as ta petite plante, alors vraiment en l'occurrence c'était 2 petites plantes qui poussaient. Et pour que ces 2 petites plantes, elles poussent entre guillemets correctement, qu'elles poussent bien, qu'elles s'épanouissent bien, qu'elles aient on va dire à la fois des racines solides, mais aussi un tronc ou une tige qui les porte bien, il y a des moments où tu dois peut-être mettre un tuteur pour que la plante elle pousse plus ou moins droit, ou qu'elle aille pas sur les plates-bandes de l'autre. Mais si tu te contentes d'un tuteur et que tu n'arroses pas la terre, ou que tu ne mets pas d'engrais, ou que le jardin il est pas bien illuminé, exposé à la bonne température, au bon ensoleillement, tu vas pas réussir à faire à ce que cette plante elle se développe conformément à sa nature et selon son plein potentiel. Donc vraiment la base, c'est absolument pas ce côté, en tout cas pour moi dans l'éducation, et c'est ce que je transmets aussi autour de moi, c'est pas le tuteur ou le côté, tu vois, rigide, règle. D'abord, tu as besoin d'un bon terreau. D'abord, tu as besoin d'un bon relationnel. Et tout à l'heure, tu allais parler de Céliane, justement, quand on parlait, tu allais donner un exemple. Oui, effectivement. En fait, dans son école, ils ont mis en place ce qu'ils appellent les amis de la récré pour que les enfants de 7e année, 7e Armos, aident, soit un peu les assistants des maîtresses qui surveillent la récré pour éviter qu'il y ait trop de bagarres entre les petits. Ah, c'est pas mal. Et puis justement, ils ont eu plusieurs séances pour réfléchir ensemble à comment ils allaient faire ça. Et puis ma fille elle est revenue, quand je lui ai demandé qu'est-ce qu'ils avaient fait, elle dit oui, alors on a imaginé que quand il y avait une dispute entre 2 petits, on allait aller vers eux et puis on allait leur demander à chacun leur tour de nous raconter ce qui s'était passé, et puis qu'ensuite on allait leur demander de trouver des solutions, etc. Et en fait ça, si tu veux, ça montre que ma fille elle a complètement absorbé ce que moi-même j'ai mis en place à la maison. Et ça fait juste hyper plaisir. Ça devait être ton moment de fierté, mais... c'est bien, tu fais de l'éducation positive. mais c'est bien de l'entendre là aussi, tu vois, parce qu'on parle beaucoup d'éducation positive, et il y a vraiment ce cliché autour de l'éducation positive où tu es vraiment un parent qui dit oui à tout, qui met pas de règles, qui voilà. Et donc du coup, ça fait du bien de rappeler que voilà, l'éducation positive, c'est certes l'idée de
comme tu disais, planter des graines aussi pour Ouais. voir sur le long terme. Mhm. C'est pas de punir n'importe comment, c'est Mhm. pas... Voilà. Mais il y a quand même ce côté, il y a des règles à respecter, Oui. il y a... Voilà. Il y a des règles à respecter, effectivement. C'est vrai que c'est un écueil dans lequel on peut sombrer. Et moi, c'était compliqué quand mes enfants étaient petits, justement, de leur dire non, mais parce qu'en fait, j'avais jamais eu cette faculté dans ma vie, si tu veux, où je m'étais jamais donné le droit, ou je sais pas ce qu'il faut dire, mais clairement, je pense que ma propre expérience d'enfant faisait que j'avais pas le droit de dire non. Et j'arrivais pas à me positionner en tant que maman. Donc ça a été tout un travail pour savoir justement à quoi je disais non. Parce que tu vois, par exemple, je donne un exemple tout bête, des bonbons. Mon fils est bec à bonbons, et à 6h le soir, il peut me demander des bonbons, puis je lui disais non parce que je savais qu'il fallait leur dire non. Puis en même temps, je me disais, ouais, mais est-ce que vraiment je dis non? Tu vois? Donc, lui, il sentait que j'étais pas complètement au clair. Et forcément, il revenait à la charge. Et puis, ça a été donc tout un travail de nouveau introspectif, d'alignement. Et c'est ça que je fais finalement avec mes clientes aussi, c'est de les aider à s'aligner vraiment et puis à être à la fois en accord avec elles-mêmes et puis aussi justement en accord avec ce que c'est la réalité d'un enfant. Oui. Qui continue à te répéter la chose, Qui continue à te répéter, c'est ça. Et puis, oui, ouais. C'est en kikinant, mais c'est pas le but premier. Ouais. Parce qu'on met aussi énormément de choses, peut-être plus aujourd'hui qu'hier, je sais pas, dans le contrôle qu'on a sur nos enfants. Oui, beaucoup. Voilà. Et parce qu'on est jugé, bien sûr, etc. Et puis je trouve que c'est tellement dommage, parce qu'on prend personnellement des choses qui ne sont pas dirigées contre nous, qui sont juste de l'ordre du naturel, dans le développement justement de l'enfant, qui pousse, mais un peu, tu vois, enfoui, hein, il ne pousse pas droit comme un jardin anglais. Quand on dit des fois justement aujourd'hui par rapport aussi comme critique vis-à-vis de l'éducation positive, que ça fait des enfants rois, que c'est des enfants qui ne supportent pas la frustration, moi j'ai plutôt le sentiment que c'est nous en tant que parents qui avons de la difficulté à supporter la frustration d'avoir un enfant qui, entre guillemets, n'est qu'un enfant, qui n'est pas capable de se contenir ou de gérer ses émotions comme on aimerait qu'il le fasse pour qu'il montre aux autres à quel point nous sommes bons parents, tu vois. Donc, c'est un gros travail, je pense, toute la vie de gérer sa frustration, effectivement. Je pense que c'est pas... Oui, et puis c'est pas facile. Tous tes domaines, en fait. Ouais. Même au niveau professionnel, finalement, ça te fait tellement grandir au niveau professionnel, parce que c'est aussi un des premiers endroits où la frustration, je pense que familiale, professionnelle, c'est sûr. Ouais. Et donc, c'est aussi, après cette formation donc, que tu as faite, qui t'a complètement changé. Oui, ça m'a transformée. Ça m'a transformée. Et en même temps, je pense que j'étais vraiment mûre pour ça, si tu veux, parce que, comme je te disais avant, j'ai travaillé grosso modo 15 ans dans le monde fiscal, du conseil. Et déjà, après 7 ans, en fait, dans ce monde, mon épanouissement a commencé à très, très sérieusement s'amoindrir. Mais j'ai quand même persévéré encore 7 ou 8 ans. C'est énorme. Et c'était donc, pour moi, j'avais un peu cette idée dans ma tête que une fois que tu commençais dans un domaine, quand tu avais fait des choix, tu devais les assumer plus ou moins jusqu'à ce que mort s'en suive. Il m'a fallu du temps pour, tu vois... C'est pour déconstruire l'éducation c'est ça, exactement. Universitaire qu'on a reçue au final. Exactement. Parce que ça, c'est typique de l'éducation... d'un parcours de droit. Donc ça m'a pris du temps, et puis effectivement, comme je te disais avant, au niveau du couple aussi, ça a été tout un cheminement, toute une remise en question, toute une recherche à tâtons d'équilibre. Et puis, tu vois, au jour d'aujourd'hui, ça peut paraître un peu affreux ce que je vais dire, mais même si j'ai pas du tout terminé tout ce que j'avais à faire, en même temps, je me dis, là maintenant, si je disparaissais, en fait, moi, j'ai l'impression d'avoir quand même réussi à planter des graines et puis d'avoir donné du sens à ma vie, tu vois. Et ça, je suis justement hyper heureuse de ça. Mais c'est un peu la base de la parentalité. Cette notion de si je disparais, qu'est-ce qui reste, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je laisse à mon enfant. Exactement. Et je pense même que ça va plus loin, c'est le jour où je disparais. Oui. Qu'est-ce que je laisse? Clairement. Ouais. C'est une grande question. Mais voilà, donc ça a été tout un parcours, et je pense que c'était pas gagné d'avance, et c'est toujours pas gagné d'avance, bien sûr, que ça soit en tant que maman, avec des jumeaux qui sont pré-ados, où on voit bien que
Quand ils sont un peu plus jeunes, tu peux les influencer. Puis plus ils grandissent, plus ils vont aller chercher d'autres influences et moins tu as de contrôle sur ces influences. Donc il y a de plus en plus de part qui leur revient dans les choix qu'ils font, dans peut-être les bêtises qu'ils vont faire. Et puis, peut-être aussi que les fruits de l'éducation, c'est là que tu peux les récolter. C'est que s'ils font une bêtise, j'espère bien qu'ils nous appelleront en sachant qu'ils peuvent nous faire confiance pour qu'on les soutienne. Ça ne veut pas dire que, de nouveau, on va les laisser faire n'importe quoi. Mais si on a été très, très, très autoritaire ou très arbitraire même dans l'enfance, c'est plus compliqué ensuite d'influencer ton adolescent. Oui, il y a ce niveau-là, et puis il y a aussi le fait que la relation qui sera créée aussi, c'est vrai, beaucoup moins basée sur la confiance. Oui. C'est clair que dans des cas comme ça, les enfants vont avoir tendance à cacher la réalité qui ne conviendrait pas aux parents. Ouais. Et puis après, il y a, je pense aussi le niveau de la relation superficielle qui peut naître aussi, malheureusement. Oui. Parce que plus tu grandis, plus tu as des sujets plus profonds aussi à évoquer. Et encore là que tu disais justement cette idée de planter des graines qui vont agir sur le très long terme en fait. Exactement. Pour la vie. Ouais. Et elles vont agir en fait pas seulement sur tes enfants, mais sur toute la suite. Et puis sur la suite qu'eux vont donner. C'est ça, exactement. Parce que tu vois, on dit maintenant, on sait qu'il faut à peu près un quart de siècle pour que le cerveau de l'enfant devienne adulte. Et que pendant ce quart de siècle, ce cerveau, il se construit en fait en miroir ou en résonance ou vraiment en fonction de ce qui l'entoure. Donc un bébé qui est plongé dans un environnement paisible où les gens parlent de leur conflit à la place de se jeter des assiettes dessus, c'est ça qu'il va assimiler. Il va assimiler, je suis dans un environnement où on peut parler quand il y a des problème et il va se sentir en sécurité en fait, vraiment intérieurement, tu vois. Et si c'est ces expériences-là qui se répètent majoritairement, ça veut dire que à l'âge adulte, il va lui aussi être en mesure de pas péter les plombs quand il est dans un conflit et puis de transmettre lui-même un sentiment de stabilité, d'apaisement dans son environnement, dans son entourage, auprès de ses propres enfants, etc. Je savais pas cette notion de quart de siècle. C'est long, hein. C'est énorme, parce qu'on entend souvent, c'est que de 0 à 7 ans que tout se joue. Non, absolument pas. Mais effectivement, c'est clair que tu as des bases qui se posent pendant effectivement ces 7-8 premières années, mais le cerveau, il évolue constamment en fonction justement de ce qu'on fait, de ce qu'on apprend, et puis surtout, après 6 ans, je dirais que ce qui est stable, c'est les attentes relationnelles que l'enfant il a. En fonction justement de savoir s'il pouvait compter sur ses parents pour réagir quand il pleurait ou pas, ou seulement une fois sur 2, il va avoir effectivement un modèle assez stable de ce qu'il peut attendre des autres, est-ce qu'il peut leur faire confiance s'il a un problème ou pas, est-ce qu'au contraire il peut compter que sur lui-même, est-ce qu'il a de la valeur lui-même ou pas. Ça effectivement, à partir de 6 ans, c'est assez stable. Mais étant donné que son cerveau va continuer à vraiment se configurer, se reconfigurer, puis notamment à l'adolescence, où ça va vraiment être le grand ménage, le grand élagage, ça veut dire que quand il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans son environnement, typiquement ce qu'on appelle un tuteur de résilience, donc peut-être un prof, tu vois, avec qui il va avoir un bon rapport, qui va lui faire confiance, qui va lui donner confiance, il va y avoir une bonne relation, et ça peut construire des choses, ça peut venir quand même malgré tout réparer certaines choses. Ou à l'inverse, si tu tombes effectivement sur la mauvaise relation. Voilà, à l'inverse, surtout dans l'adolescence, comme c'est justement une phase de reconfiguration, ça peut venir fragiliser c'est un certain nombre de choses. Et d'ailleurs, la plupart en fait, des troubles psychologiques s'installent à l'adolescence. Je ne connais pas le pourcentage exact, mais c'est assez majoritaire. Donc, c'est pas forcément quelque chose que tu as dans l'enfance et qui se développe au fur et à mesure. Tu peux avoir des facteurs de vulnérabilité, mais c'est peut-être à l'adolescence qui vont majoritairement se cristalliser. Oui, d'où encore une fois l'importance d'avoir un environnement sain, stable et de se sentir sécurisé en fait. Parce que ça, tu vois, cette stabilité, elle va impacter ta capacité à gérer les émotions et le stress à l'âge adulte. Et pour moi, ça a été vraiment très intéressant à découvrir parce que je pensais que c'était mon job qui me stressait, et oui, mais pas que.
Oui. C'est pas que ça. D'avoir appris justement tout ce que j'ai appris sur le développement de l'enfant et sur les besoins qu'il avait en termes de sécurité affective, ça m'a permis de me rendre compte que c'est un boulet, entre guillemets, que tu te traînes toute ta vie. Si tu es quelqu'un qui est très sensible au stress, qui a facilement peur, par exemple, c'est quelque chose que tu vas transporter avec toi dans tous les domaines de ta vie et tout au long de ta vie. Et je m'en suis rendu compte parce que encore au jour d'aujourd'hui, il y a des choses qui me stressent, qui sont vraiment mineures. Alors maintenant, je suis peut-être mieux équipée pour y faire face, mais malgré ça, les conditions précoces sont encore palpables. Mais c'est extrêmement intéressant parce que du coup, ça veut dire que, alors, on va rentrer dans le cadre de multiples et compagnie. Oui. C'est-à-dire que les familles que tu reçois, si tu reçois des familles, l'idée c'est de travailler à la fois sur le comportement des enfants, mais aussi des parents. Exactement. Pour beaucoup, j'imagine, majoritairement des parents, puisque c'est de là que part tout. Donc en fait, si on vient te consulter, c'est que tu aides les parents à remonter à leurs peurs, à leurs angoisses, à ce qui finalement, comme tu disais, ce qui les stresse réellement dans la vie. C'est ça. C'est comme si le comportement des enfants était un révélateur. Ouais. Et alors peut-être pour préciser, moi je travaille avec les parents, donc je ne vais pas chez les familles, c'est les parents que je rencontre, et très souvent d'ailleurs ce que je trouve génial c'est d'avoir justement des couples qui viennent me consulter. Mais sans les enfants donc. Sans les enfants. Même la première fois. Même la première fois, vraiment, je travaille avec les parents, avec les représentations qu'ils ont de leurs enfants, parce que tu vois, tu peux très bien avoir un enfant peut-être qui est moyennement turbulent, mais le parent le vit comme étant extrêmement turbulent. Oui, et c'est là-dessus que je travaille, tu vois. Et c'est vraiment, d'ailleurs, ce que je vois, c'est que souvent, on a, en tout cas, les parents qui viennent me voir, ils sont très, très perturbés par le comportement de leurs enfants. Et quand ils me le décrivent, rarement ça sort de la norme. Et si je réalise effectivement qu'un enfant, entre guillemets, sort de la norme, eh bien, je réoriente auprès du pédiatre, voire éventuellement, je propose d'aller vraiment consulter un spécialiste de la santé de l'enfant. Mais par contre, ce que je vois, c'est que les parents ne se sentent soit pas suffisamment équipés, soit effectivement fragilisés par rapport à ce que ça évoque pour eux. Et de nouveau, moi, tu vois, je vais m'occuper justement de les aider à nourrir le terreau relationnel avec leurs enfants. Par contre, je ne vais pas aller comme un psy travailler en profondeur. Et ça m'arrive, par exemple, avec des parents qui sont en situation proche de l'épuisement, de leur dire écoutez là il y a un travail je pense que vous avez à faire qui ne me revient pas, moi je peux vous aider pour justement nourrir le terreau relationnel avec vos enfants pour que ça soit plus riche, pour que ça soit plus plaisant, pour que ça soit plus harmonieux. Et en même temps je pense qu'il y a certaines vulnérabilités chez vous et ça tu vois finalement ça va les aider peut-être à avoir une prise de conscience et je peux les accompagner un bout, mais quand il y a des traumas, quand il y a vraiment des blessures, tu vois, comme finalement j'ai envie de te dire que plus ou moins la moitié des adultes d'aujourd'hui ont des blessures. Ça, c'est pas moi qui peux les soigner. Oui, mais par contre, il faut compléter. Mais par contre, c'est clair et net que d'avoir déjà, on va dire, un accompagnement bienveillant. Parce que moi, vraiment, les parents, je t'ai dit tout à l'heure qu'une fois, j'avais donc jeté le petit vélo de mon fils contre un garage. Ce n'est qu'un des exemples où j'ai vraiment pas été adéquate en tant que maman. Donc, moi, je suis vraiment une personne non jugeante et j'accueille vraiment les parents dans ce qu'ils vivent, quoi qu'ils vivent, et je suis là pour eux. Mais c'est tellement important. Voilà, exactement. C'est dur déjà de se confier, je pense, de base. Ouais, exactement. Et en plus, en tant que parent, c'est très très difficile. C'est très difficile, surtout quand on s'en veut. Oui, et puis c'est ça le problème de la parentalité, c'est que la culpabilité est très très liée à la parentalité. Exactement. Et donc le challenge peut-être, et c'est quelque chose que je travaille avec mes clientes, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ces culpabilités? Parce que tu vois, très souvent, ce qu'on a envie, c'est de ne pas la ressentir. Oui. Mais c'est un petit peu comme toutes ces émotions désagréables qui sont la colère, la tristesse et toutes leurs déclinaisons. Elles ont un message. Et moi, je suis là pour aider justement les parents, et en particulier les parents multiples, à décoder ces messages, à les tolérer et à en faire quelque chose. Donc les parents, ils viennent souvent avec justement des problèmes qui me disent qu'ils sont chez leurs enfants. Et puis, des fois, ils ont cette attente que j'ai une baguette magique, puis je leur dis, voilà, vous appuyez sur ce bouton, ou bien vous donnez telle pilule à votre enfant, ce que je pourrais de toute façon pas faire, tu vois, parce que je ne peux pas donner de médicaments et c'est pas ce que je ferais, et tout va s'arranger comme par magie. Et en fait, oui, ça s'arrange comme par magie, mais ça s'arrange au moment où justement le parent commence à lui-même changer son propre
comportements Ouais. ou ses propres attentes. Tu vois, donc c'est comme si je faisais une sorte d'adaptation, de dire, ça on peut demander aux enfants de changer, ça, vous avez des multiples, il y en a des hypersensibles, donc ça va être forcément un peu plus compliqué, et donc eux, ce bout-là, les enfants, ils vont pas pouvoir le faire. Donc ça va être à vous de jongler un peu différemment. Est-ce qu'on enlève justement une balle parce que vous jonglez avec trop de balles? Tu vois, vraiment, c'est un travail qui est hyper créatif en fait, parce que dans chaque cas, c'est différent. Ça dépend vraiment de la personnalité du parent, ça dépend de ses vulnérabilités, ça dépend aussi de ses envies. Donc c'est vraiment un accompagnement sur mesure et qui se fait aussi de manière super vivante. Parce que tu prends une situation à un moment donné, peut-être justement les enfants qui ont 2 ans et puis qui sont très très vigousses, très turbulents. Et puis tu commences par justement apaiser le climat. Parents, grâce au travail qu'on fait ensemble, ils se sentent plus en maîtrise de ce qui se passe et tout. Puis du coup, les enfants, ils vont développer autre chose. Tu vois, il y a d'autres choses qui vont se présenter. Donc quand t'es parent, en fait, t'as jamais fini. Soit ensuite tu vois les choses, j'ai un problème, il faut que je le règle, par exemple mon enfant ne dort pas, c'est un problème, il faut que je règle ce problème, mais ensuite il y en aura un autre. Donc si tu vois les choses comme ça, c'est pas épanouissant. Donc moi c'est une partie aussi de mon travail, c'est d'aider les parents à changer leur représentation sur leurs enfants, sur la parentalité, sur leur vie, tu vois. Et donc c'est vraiment intimement lié à qui on pense qu'on est. C'est fascinant. Ah, c'est génial, j'adore ça. Ouais, je me demandais, t'as fini ta formation et là, c'était une évidence pour toi. À la fin de la formation, tu t'es dit, je vais devenir coach en parentalité et surtout en parentalité multiple. Oui. Ou ça t'a pris du temps quand même? Alors, ça m'a pris du temps et si j'ai choisi de me concentrer sur les multiples et compagnie, parce qu'en fait, les multiples, c'est soit les jumeaux, les triplés, mais pour moi, c'est et compagnie parce que dans une situation où tu as plusieurs enfants, quand tu essayes de répondre aux besoins de chacun, ça devient vite compliqué parce que tu as des besoins qui sont différents. Bien sûr. Et puis tu as les tiens, aussi. Oui. Et c'est déjà difficile d'y répondre quand tu as entre guillemets que un enfant. J'aime pas dire que un enfant parce que c'est déjà beaucoup de toute façon. Mais en fait, tu as encore plus de risques de passer à côté de tes propres besoins. Ah oui, c'est sûr. Ouais. Donc, et comme j'aime bien justement les challenges, à un moment donné, je me suis dit, mais voilà, c'est vraiment le domaine dans lequel j'ai envie de me spécialiser parce que ces parents, j'ai l'impression, de par mon vécu, de pouvoir particulièrement bien les comprendre et j'avais envie, si tu veux, de travailler avec eux. Vraiment, je sais pas comment expliquer, j'ai une sorte d'élan comme ça. Mais ça n'a pas été non plus forcément si simple au début parce que j'avais cette envie d'aider, d'accompagner des parents, mais tous les parents, tu vois. Oui. Et du coup, tu as dû te mettre un peu des limites pour faire une sorte, pas de sélection, mais de te dire, là, je pourrais plutôt... J'aime ni le mot limite, ni le mot sélection, mais en fait, j'ai dû un peu revenir à moi et me dire, oui, ok, j'ai envie d'aider tout le monde, mais dans le fond, par qui je commence ? Ouais. Tu vois. Et puis moi l'expérience que j'ai faite, en tout cas ce que je me suis dit, c'est si j'avais eu qu'un enfant à la fois, je pense que c'est quand j'aurais eu le deuxième que j'aurais vraiment été dans la haine avec tout ce que j'ai vécu, que j'aurais vraiment été en difficulté. Après bien sûr ça dépend des enfants, etc. Mais pour moi clairement le facteur multiple, ça a été une source de stress et étant justement stressée, j'arrivais pas à être créative. Tu vois, on dit souvent que pour répondre au challenge qu'on a comme parents, il faut être créatif. Mais moi, mon problème, c'est que ça me stressait de ne pas pouvoir les contrôler. Ça me stressait de sortir, pas savoir ce qui allait se passer. Ça me stressait. Donc du coup, j'étais pas en mode créatif. Et puis en plus de ça, quand tu anticipes qu'il va se passer des problèmes, en général, il se passe des problèmes. Oui. Ouais. Donc l'état d'esprit, justement, parental, c'est un peu la base de tout le vécu ensuite familial. Oui. Et il y a ce petit défi supplémentaire quand tu accueilles des multiples ou que tu as un deuxième enfant relativement peu de temps après le premier, ça fait autant de balles avec lesquelles jongler qui peuvent tomber. Mais c'est génial comme travail, c'est fascinant. Et puis ça doit être tellement, gratifiant pour toi de rencontrer une famille, de voir des parents
Et puis, au fur et à mesure de voir que voilà, il y a ça qui se met en place, il y a telle chose qui a changé. Oui, exactement. Et de voir surtout que la personne, les personnes, parce que souvent des couples, comme je te disais, mais en fait, ils sortent de leurs croyances. Ouais. Des croyances qui sont, par exemple, mon enfant me manipule, mon enfant fait des caprices, mon enfant ne me respecte pas, je ne suis pas assez autoritaire, je suis trop laxiste. Et en fait, ils s'autorisent, sur la base du travail qu'on fait ensemble, à laisser tomber les croyances qui ne leur font pas du bien et qui font pas du bien à leurs enfants. Tu vois, ça veut dire qu'ils vont plus mettre ces filtres de croyances entre eux et leurs enfants, mais ils vont beaucoup plus se demander, bon, ok, là il y a un blême, manifestement il y a un truc qui cloche, mais qu'est-ce qui se passe vraiment? De quoi est-ce que mon enfant il a besoin? Et moi, de quoi est-ce que j'ai besoin? Parce que des fois, malheureusement, la solution qu'on apporte au problème, tu vois, si tu as un enfant par exemple qui se dispute beaucoup avec son frère ou sa sœur, la solution, ça va être peut-être de les envoyer chacun dans sa chambre ou bien de les punir. Et en fait, des fois, la solution va juste renforcer le problème. Tu vois, ça solutionne sur le moment, mais ça n'aide pas les enfants à apprendre, à composer l'un avec l'autre quand ils sont justement en désaccord, parce que ça, c'est quelque chose que tu vas rencontrer toute ta vie. Enfin, moi, je suis mal placée pour le dire parce que j'étais enfant unique. Et justement, je me disais que j'aurais bien voulu avoir un frère ou une sœur, parce que quand j'étais à l'école avec des copains qui m'embêtaient, je savais pas comment réagir, tu vois. Donc mes enfants, c'est sûr, là tout de suite, ils ont dû composer avec le frère ou la sœur. Et c'est ça que je fais avec mes clients, tu vois, c'est de les aider à trouver des manières de réagir et de voir les choses qui vont être créatives, qui vont vraiment répondre aux besoins, notamment à l'immense besoin des enfants d'être en relation avec leurs parents, tout bêtement. Tout le temps. Tu vois. On en revient toujours à ça. C'est ça, on en revient énormément au terreau. Le terreau. Surtout que, de nouveau, le fait d'avoir des enfants de 11 ans me permet de constater qu'il y a un moment où ils sont beaucoup moins demandeurs. Oui, ils vont petit à petit. Exactement, exactement. Et ce qui est fascinant aussi, ce qu'on ne sait pas trop, et que j'aime bien dire, c'est qu'on croit qu'un enfant, quand il est bébé, si on est trop proche de lui, si on répond trop rapidement quand il pleure, on croit que ça va nuire à sa capacité justement d'être autonome. Et bien c'est le contraire. C'est la recherche qui le dit, qui montre qu'un enfant quand il est petit, qui est effectivement rassuré quand il pleure, va en fait développer un sentiment de confiance en lui. Et donc il va beaucoup plus être en capacité d'explorer le monde et donc d'être autonome. Donc c'est un peu peut-être contre-intuitif, on est un peu resté sur des anciennes théories, mais là, au jour d'aujourd'hui, c'est bien établi sur la base de la recherche dans la science de l'attachement que c'est le fait de justement répondre aux besoins de proximité, de sécurité, de réassurance des enfants quand ils sont petits, qui va progressivement les amener à déployer leurs ailes de manière beaucoup plus proche de toutes leurs capacités réelles. C'est vrai là, on en a beaucoup parlé et c'est vrai que malheureusement, il y a encore beaucoup de remarques encore à ce sujet. Mais enfin, tu sais ce que tu disais, c'est des croyances et tout qui sont vraiment ancrées. Et le problème de ces croyances, c'est quand elles te viennent de personnes proches ou plus ou moins dans ton environnement qui peuvent, en tant que parent, te faire flancher alors qu'au fond, toi, tu sais. Tu vois, je te dis, j'en suis persuadée. Puis tu le sens avec un enfant aussi quand même. Et toi aussi, tu en as besoin, je pense, en tant que parent. Enfin voilà, d'être avec ton enfant. Mais moi, ce que je trouve vraiment difficile, c'est quand c'est les autres personnes qui sont là autour et qui vont vraiment te faire flancher et voilà, après, alors tu vas te relever en disant non, finalement, je veux quand même continuer comme ça et ça sera ma façon de faire les choses et voilà, mais effectivement, c'est presque un chemin de croix à un moment donné, quand il y a plusieurs personnes autour de toi. Mais tu vois, ça vient pas de nulle part. C'est que nous, et probablement ces personnes, elles n'ont pas reçu ça étant enfants. Et c'est très compliqué d'admettre que peut-être elles en auraient eu besoin. Ça revient en fait à ouvrir une plaie qui n'a pas vraiment forcément cicatrisé. Donc c'est pour ça qu'une partie du travail que je fais avec les parents, c'est justement les aider en fait à faire la part des choses entre la réalité, les besoins de leurs enfants, ils ont souvent peur, tu vois, justement, de ne pas être assez autoritaire, où je lui donne le doigt, il va me prendre le bras et tout. Et puis, en fait, quand ils acquièrent, on va dire, un peu de confiance là-dedans,
dans leur propre capacité à gérer ça, en fait, ça leur apporte ensuite beaucoup plus de sérénité pour la suite. Parce que justement, comme je te disais, forcément, tes enfants ils grandissent, puis après, tu as d'autres challenges, etc. Mais quand on fait ce travail ensemble, en fait, eux-mêmes, ils font plus confiance après à leur instinct. Ils font plus la part des choses. Ah, non, ça, c'est le conseil qu'on m'aurait donné, ou que sais-je, mais c'est pas comme ça que j'ai envie de faire. Je sens, moi, que là, pour justement être sur la même longueur d'onde que mon enfant, pour soigner la relation, pour pouvoir à la fois qu'il me fasse confiance et puis qu'il développe la confiance en lui, c'est comme ça qu'il faut que je fasse, tu vois. Mais ça se sent que du coup ton travail, c'est aussi un travail qui t'apporte, bon, au-delà de t'apporter ce côté gratifiant et de te dire que tu fais quelque chose d'utile et de savoir qu'il y a un résultat en fait par... Alors avant il y avait un résultat aussi dans le fiscal, mais c'est complètement différent. C'est pas le même. C'est clair. Mais là, au final, ça t'apporte à toi aussi, ça nourrit ta vie quoitidienne, ta vie familiale. Exactement. Et tu grandis grâce à ton travail, on comprend tout le temps. C'est génial. Oui, puis d'autant plus que d'un côté, avant, j'étais experte fiscale, effectivement, mais en plus, j'étais salariée. Et j'ai la plupart du temps travaillé dans des grandes structures. Et maintenant, je suis coach parental, formatrice en éducation positive, indépendante. Et donc, je suis à la fois mon propre patron, mon propre comptable, mon propre employé, tu vois. C'est vraiment très, très, très différent. Et du coup, c'est aussi, on va dire, un vecteur de transformation et de développement personnel. Parce que moi aussi, je fais face à des peurs, on dit « Ah, je vais pas y arriver » et tout. Et donc, tout ça, c'est de nouveau des pensées qui ne sont pas... qui n'ont de réalité que... la foi que tu leur portes. Tu comprends ? Donc chaque jour, en fait, je dépasse des limites. Et de nouveau, c'est pas non plus toujours facile. Mais par contre, je vois tous les jours les fruits de ce que ça apporte. Sur tous les plans, dans tous les milieux. Justement, d'arriver vers une personne en ayant confiance en toi et en elle, en mettant dans cette relation... dans n'importe quelle relation, à la fois un peu justement d'attente positive et de donner aussi soi-même quelque chose, la relation va être toute différente et c'est partout, c'est vrai partout. Donc oui, ça m'apporte beaucoup sur tous les plans, dans tous les domaines. Ça ne m'empêche pas non plus des fois de me dire qu'il y a des choses qui m'enquiquinent, voilà. Mais je suis beaucoup moins la proie de ces moments et de ces émotions. J'ai plus, et c'est aussi ça que c'est un petit peu quand même avec ça que j'outille aussi mes clients, c'est-à-dire de se rendre compte qu'ils vivent des émotions, des fois ils vivent des émotions négatives, c'est leurs enfants qui à quelque part, leur font vivre ces émotions négatives, mais ils sont pas obligés de rester là-dedans. Tu peux te raconter une autre histoire par rapport à tes émotions, déjà aller voir pourquoi ça te touche, et puis ensuite, t'es pas obligé de croire tes pensées. Et tu peux donc vivre ensuite la même situation, mais d'une manière beaucoup moins pénible. Mais c'est hyper important ce que tu dis. Pour beaucoup de parents, je pense que ça sera hyper utile de l'entendre. Et puis, pour les parents entrepreneurs aussi, il y a ce côté de se dire, mais à quel point je peux aider un autre parent, sachant que moi-même, je passe par là, et que moi-même... Justement. Tu vois l'exemple où tu disais, j'ai jeté ce vélo et tout, et si à ce moment-là, t'arrivais toi-même pour... je serais peut-être dit, comment je fais, quoi. Enfin, je vais pas conseiller quelqu'un. Et au final, tout ce travail, tu l'as fait toi en premier. Et c'est ça, je pense que tu renvoies aussi aux autres parents. Et c'est qu'on s'en sort. Oui. C'est que, contrairement à ce que je croyais moi, les enfants, tu vois, quand on parlait du cerveau tout à l'heure, il se construit perpétuellement, principalement dans l'enfance, même à l'âge adulte, il se reconfigure en fonction de ce qu'on apprend et de ce qu'on vit. Et ça fait que effectivement, quand tu fais des erreurs avec tes enfants, parce que moi c'était quelque chose qui m'a terrorisée, moi j'étais paralysée quand on m'a dit mais tu vas faire des erreurs avec tes enfants, c'est comme ça que tu vas apprendre. Faire des erreurs, quelle horreur. Il n'y a pas un livre qu'on peut lire d'abord. Oui, et puis en plus quand c'est pour les enfants, tu veux pas leur montrer cette erreur, quoi. En plus, c'est clair. En plus, et en fait ce que j'ai réalisé, c'est que justement c'est pas le fait de pas faire d'erreurs qui est important, c'est le fait d'évoluer et puis de réparer, tu vois. Et ça, c'est quelque chose qui est possible. Tout au long, justement, de la croissance de mes enfants, j'ai aussi grandi.
Puis encore maintenant, bien sûr, c'est comme une sorte, on va dire, de raccourci en quelque sorte, que je mets au service de mes clientes, quoi. Ouais. Juste pour leur dire, oui, vous allez y arriver, je le sais. Tu vois, moi j'ai vraiment cette confiance dans l'être humain. C'est pas que je crois que l'être humain, il est uniquement fondamentalement bon. Je pense qu'il est capable de tout. Ouais. Ok, il est capable du pire, mais il est aussi capable du meilleur. Et bien moi, c'est ça que je vais cultiver et permettre aux parents de cultiver. C'est qu'ils sont capables du meilleur et c'est pas parce qu'une fois ils merdent, c'est pas parce qu'une fois ils se plantent, c'est pas parce qu'une fois ils crient, ou même 2 fois. C'est pas ça qui fait qu'ils sont mauvais. C'est pas parce que des fois on se plante, qu'on fait des erreurs, qu'on est une mauvaise personne. C'est juste qu'on a besoin d'apprendre. Et c'est pareil pour les enfants, tu vois. Ouais. Donc vraiment... Oui, puis le fait d'être déjà faire ce premier pas, de venir te voir et de s'interroger, c'est déjà... c'est celui qui rend, en fait, tout le changement ensuite possible. Merci. Merci à toi. Ouais, et puis ça doit être rassurant aussi pour les parents qui arrivent. Et puis la première chose que tu leur dis, c'est « ça va aller ». Et puis deuxièmement, ça va passer, parce que ça passe, ça finit par passer. C'est ça, exactement. Mais voilà, il faut travailler, et puis, mais peut-être pas de la façon qu'on imagine. Mais... Exactement, on va pas... c'est pas comme si... Enfin, tu sais, des fois, de nouveau, je reviens à cette question des astuces, parce qu'à la fin, ça m'agace. C'est jamais une astuce pour réparer le problème, là. Il est où le bouton? C'est où je sais où je mets le tournevis. Là, mais non, c'est pas ça, en fait. La manière que j'ai de travailler avec mes clients, bien sûr, on travaille sur les problèmes, hein, à la fois pour les résoudre, parce que des fois, c'est tout à fait possible, c'est juste une incompréhension ou ce genre de choses. Mais c'est aussi de faire en sorte que ces moments de désaccordage parent-enfant, de mauvaise communication, où on n'est tout simplement pas sur la même longueur d'onde, parce que chacun a passé une mauvaise journée, ou que sais-je, que ça vienne pas polluer toute la relation. Et ça permet finalement d'accepter qu'il y ait des moments qui sont pas cool, sans pour autant se dire que on est nul, ou qu'il y a rien qui va, etc. Tu vois, c'est remettre les choses aussi en perspective. Et ça, des fois, c'est pas en travaillant seulement sur les trucs qui vont pas. C'est en nourrissant de nouveau tout le reste de la relation qu'on y arrive. Tu vois, c'est comme quand tu essaies absolument de pousser une porte pour entrer, alors qu'en fait, la porte, il faut la tirer. Oui, c'est un bon exemple, ça. Tu vois. Et justement, si toi, tu regardes ton propre parcours à toi et que tu te vois juste avant d'avoir tes enfants... Oh mon Dieu. Qu'est-ce que tu te dirais maintenant avec tout le bagage que tu as, avec tout le recul que tu as, qu'est-ce que tu aurais aimé dire à toi-même, à toi, à personne d'autre? Ouais. T'inquiète pas, ça va aller. Je serai là pour toi. Et une dernière chose, qu'est-ce que aujourd'hui, toi qui es là avec cet équilibre que tu as trouvé, mais qui peut changer du jour au lendemain avec l'évolution des enfants, qu'est-ce que tu apprécies le plus dans ta parentalité? C'est l'humour avec mes enfants. Ouais. Tu vois, déjà quand ils étaient petits, c'est des choses toutes bêtes, hein. C'est vraiment le fait de rire avec eux. Une fois, mon fils, quand il avait quoi, il n'allait pas encore à l'école, mais il avait quand même, je pense bien, 3 ans et demi. En tout cas, on rentrait de la crèche, et puis il a fait semblant. Alors, je sais que quand je dis ça, on pourrait me dire, mais justement, il te manipule et tout, mais moi, je l'ai pris sous l'angle de l'humour. La fois d'avant, on s'était arrêté... acheter quelque chose à manger, un petit pain au chocolat ou je sais pas quoi. Et puis là, il a commencé à me dire « Ah maman, un petit pain au chocolat !» Et moi, je me suis crispée sur mon volant en me disant « Mais je veux pas !» Et puis en fait, j'ai regardé dans le rétroviseur et puis il me faisait un petit clin d'œil. Donc en fait, il me faisait une blague. Et je trouve ça hyper chou en fait. Ouais. Et encore au jour d'aujourd'hui, pas plus tard que ce matin par exemple, mon fils de 11 ans, je vais le chercher à son match de foot, il me dit « Ah là là, la galère, on a perdu 17-1 !» Puis, « Oh non, mais je suis désolée pour toi !» Je dis « Mais je rigole, maman, on a gagné 6-4 !» Et donc, il aime faire des blagues et en fait, tu vois, ça c'est quelque chose finalement que je garde parce que je trouve que l'humour, c'est vraiment quelque chose qui nous aide. Et en fait, c'est quelque chose aussi que je garde, on va dire, presque en transgénérationnel, parce que justement, j'ai reçu des choses de mes parents, j'ai pas tout gardé, mais l'humour, ça j'ai gardé, et mes parents aussi, des fois, ils se faisaient des blagues, tu vois. Et je trouve que c'est une ressource sous-exploitée. Oui, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Ok, en plus, à tous les âges. À tous les âges. Tes exemples, c'est vraiment l'humour d'un enfant de 3 ans, mais c'est trop mignon, c'est adorable. Et puis après, avec une relation plus profonde et tout, ça doit être génial aussi. Oui. Merci Isabelle, merci à toi. Tellement enrichissant. Merci beaucoup, vraiment. Ça m'a fait aussi très plaisir de pouvoir justement
donner ce retour, tu vois, sur cette période finalement, cette première dizaine qui a été très mouvementée, mais au fond, ça se passe bien. Mais si enrichissante pour toi, aussi. Pour nous qui t'écoutons, mais pour toi-même aussi, pour ta famille. Merci.